Yves, ton métier, c'est inspecteur du travail. À quoi ça sert un inspecteur du travail? Alors, l'inspecteur du travail intervient dans les entreprises pour faire respecter par l'employeur les règles qui sont inscrites dans le Code du travail. Donc dans le Code du travail, il y a beaucoup de règles, mais des règles principalement en matière de contrat de travail, de déclaration du salarié auprès des organismes de sécurité sociale, sur la durée du travail, sur l'hygiène et la sécurité, pour éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles, sur les institutions représentatives du personnel, c'est-à-dire les syndicats, les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le CHSCT, comité hygiène, sécurité, conditions de travail. Voilà, on intervient sur tous ces domaines, et évidemment, il est difficile de faire appliquer le Code du travail par les employeurs. Les employeurs, s'ils peuvent, évitent d'avoir des contraintes, c'est toujours leur idée. Les règles, c'est des contraintes, et donc ne veulent pas de contraintes. Le jour où il a été dit, dans les entreprises maintenant on ne pourra pas travailler plus de 10 heures par jour, il y a eu une protestation de tous les employeurs pour dire mais si, nous on emploie les salariés plus de 10 heures, et c'est très bien d'ailleurs, parce que notre travail exige qu'on ait besoin d'avoir des salariés qui travaillent plus de 10 heures. Donc l'interdiction de travailler plus de 10 heures, je crois que c'est 1919. Et donc ça, par exemple, c'est écrit dans le Code du travail. C'est écrit dans le Code du travail. Alors il y a des dérogations, puisqu'on peut travailler jusqu'à 12 heures. Je ne vais pas expliquer les dérogations, je vais expliquer simplement les grands principes, parce que à toutes les règles, il y a évidemment des dérogations. C'est des exceptions, quoi. Des exceptions qui sont prévues pour certaines activités. Je te donne un autre exemple, le travail de nuit. Le travail de nuit, a priori, est interdit, parce que le travail de nuit nuit à la santé, et nuit aussi à la vie privée. Puisque évidemment, quand tu travailles la nuit et que tout le monde travaille le jour, ou vit le jour, quand tu reviens du travail que tu as fait la nuit, il faut que tu dormes. Donc tu es complètement ce qu'on appelle désocialisé par rapport au reste de la société, puisque tu vis en décalage complet avec la société. Donc normalement le travail de nuit est interdit, sauf pour des activités bien précises, que sont les activités de soins, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, tout ce qui est sécurité. Sécurité des biens et des personnes, la police, les vigiles, les pompiers, puisque évidemment c'est aussi la sécurité. Les hôpitaux? Les hôpitaux, je viens de le dire. Ah. Je parlais des infirmières et des... Mais c'est parce que je pensais à ce que tu as dit au début, je reviens à ce que tu as dit, l'inspecteur du travail, il sert à faire respecter les règles au patron. Donc le patron respecte les règles, et ces règles, elles sont marquées dans le Code du travail. Elles ont toujours existé, ces règles? Ah non, non. À un moment donné, à la fin du 19e siècle, un certain nombre de patrons, des patrons sociaux comme on les appelait, c'est-à-dire c'était principalement des protestants et des chrétiens, ont dit on ne peut pas continuer à ne pas avoir de règles. Pourquoi il faut des règles? Entre autres parce qu'il faut une concurrence loyale entre les entreprises de même activité professionnelle. Parce que il y avait des patrons sociaux et puis il y avait des patrons qui exploitaient beaucoup plus leur main-d'œuvre. Et donc ils ont souhaité l'intervention de l'État pour que cet État-là, c'est-à-dire le législateur, donne des règles de telle façon qu'on régule la concurrence entre les entreprises d'une même activité. Donc tous les sidérurgistes, par exemple, puisqu'il y a des endroits où on travaillait 16 heures, et puis il y a d'autres endroits où on estimait qu'il fallait travailler 10 heures, parce que pour la santé des salariés, 10 heures de temps, c'était déjà extrêmement éprouvant pour la santé. Et évidemment, à l'époque, on
travailler 7 jours. En 1906, on a donné l'obligation, enfin on a prescrit l'obligation de travailler 6 jours. Donc c'était le dimanche qui était le jour de repos. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de temps de travail et de repos, c'est quoi la règle? Ah ben, il n'y a plus beaucoup de règles, là. C'est un peu difficile. Normalement, on a toujours le droit à un jour de repos par semaine. Mais avant, c'était le dimanche, et de plus en plus, la règle s'estompe. Et donc, il y a de plus en plus de dérogations. Il y a 30 à 40% de la population maintenant qui travaille le dimanche. Alors que la règle devrait être respectée par tous. Mais on a changé la règle. Alors, si je reviens à ton métier, il y a quand même des règles qui sont encore dans le Code du travail, rassure-moi. Et donc, en même temps qu'il y a eu ces règles, il y a eu, tu me disais tout à l'heure, un corps de contrôle. Et c'est ça le métier d'inspecteur est né. Quand il y a une règle, généralement, il faut qu'elle soit appliquée. Et pour l'appliquer, donc, il faut qu'il y ait des agents, principalement de la fonction publique, qui contrôlent que la règle est appliquée. Et donc, on a créé un corps d'inspection du travail en 1892. Et c'est ça ton métier? Et c'est ça mon métier. Et concrètement, comment se passe ce contrôle? Alors, c'est assez simple. On va dans les entreprises. Et donc, Mais tu préviens avant? Tu téléphones au patron avant ou comment? Non, on ne prévient jamais quand on rentre dans une entreprise. Mais tu as le droit? Bien sûr. Ça, c'est un droit qui date de cette époque-là, 1892, où on peut rentrer de façon improvisée et dans l'imprévu dans toute entreprise ouverte, où il y a des salariés présents à l'intérieur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu rentres quand tu veux, sans prévenir? Non. Et tu peux demander quoi? Eh bien, tu demandes une série de documents que doit avoir l'employeur, qui doit remplir systématiquement, le registre du personnel, le relevé des horaires, les rapports de vérification des machines dangereuses, etc., etc. Et puis, tu peux visiter, c'est-à-dire tu rentres dans l'entreprise, tu montes jusqu'au dernier étage et tu visites tous les locaux, tu fais ouvrir toutes les portes pour voir tout. Pendant que les gens travaillent? Pendant que les gens travaillent. D'accord. Alors tu vérifies les WC, s'il y en a, s'il y a de l'eau chaude, si les écrans des ordinateurs sont bien orientés et ne sont pas gênants pour les yeux. Tu contrôles s'il n'y a pas de trou dans le parquet, si les gens travaillent en sécurité, et puis tu peux vérifier aussi si les salariés ne sont pas harcelés. Enfin, c'est tout ce qui constitue la dignité de l'homme et de la femme au travail. C'est-à-dire, voilà, on s'aperçoit que par exemple, depuis un certain nombre d'années, il y a une détérioration des conditions de travail dans les entreprises. Bon, parce que les règles ne sont pas appliquées, sont de plus en plus contournées, et puis deuxièmement, que de plus en plus, l'employeur pressionne ses salariés pour qu'ils travaillent plus vite, pour qu'ils travaillent de façon plus précise, qu'ils fassent plusieurs choses en même temps, qu'ils soient polyvalents sur plusieurs tâches, et donc il n'y a plus, avant il pouvait y avoir des pauses ou des temps morts, et maintenant, bah non, il n'y a plus de temps mort dans l'entreprise. Ils doivent se dépêcher. Ils doivent toujours se dépêcher, oui. Donc voilà. Tu rentres, tu vas là où tu veux, tu demandes les documents que tu veux, et donc supposons tu découvres qu'il y a des règles inscrites dans le Code du travail qui ne sont pas respectées. Tu fais quoi? Donc je demande des explications à l'employeur, pourquoi par exemple vous ne respectez pas la durée maximale par jour de 10 heures, pourquoi il y a des gens qui travaillent 11 heures ou 12 heures, est-ce que vous payez des heures supplémentaires, et pourquoi vous ne respectez pas cette limite impossible à dépasser normalement qui est 10 heures. Voilà, donc il me donne ses explications, et puis après je lui écris pour lui dire, écoutez monsieur, vous ne respectez pas, j'ai bien entendu, vous m'avez expliqué que c'était pour des raisons économiques, etc., mais la règle est la règle pour tout le monde, et donc je vous demanderai d'appliquer la règle. Voilà, donc si la règle n'est pas appliquée,
je peux essayer de faire sanctionner par le juge une règle qui n'est pas appliquée. C'est pas moi qui sanctionne, c'est le juge. Donc je fais un procès-verbal auprès du juge. Voilà. Donc ce qui est aussi très intéressant, c'est les conditions de travail qui sont faites aux salariés. Donc je prends souvent l'exemple des caissières. Ah oui, bah raconte-nous un contrôle concrètement. Voilà, par exemple dans une grande surface, c'est ça? Dans une grande surface. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est comment est organisé le travail. Donc organiser le travail, quand est-ce qu'il commence à travailler, jusqu'à quelle heure il travaille, s'il n'y a pas du travail de nuit. Et on va vérifier par exemple comment les salariés transportent les marchandises entre le camion jusqu'au rayonnage. Et après on verra par exemple le poste des caissières, puisque souvent il y a beaucoup de caissières, principalement des femmes, des femmes qui sont à temps partiel. À temps partiel? Ah oui, ça veut dire qu'elles ne travaillent pas... Elles ne travaillent pas à temps plein. Elles voudraient bien un temps plein, mais l'employeur refuse de leur donner des temps pleins. C'est ce qu'on appelle du temps partiel contraint. Donc elles travaillent, soit elles ne travaillent pas toute la journée, soit elles ne travaillent pas tous les jours de la semaine. Voilà, elles ne travaillent pas tous les jours de la semaine, et généralement on les fait travailler au moment où il y a le plus de monde dans le magasin. Et donc à partir de, par exemple entre 3h de l'après-midi et 18h, il n'y a personne dans le magasin, donc il y a très peu de caissières. Par contre, à partir de 18h, jusque maintenant, théoriquement jusqu'à 21h, mais maintenant, les employeurs abusent, ils vont jusqu'à 22h, voire plus tard. Il y a des caissières, donc les caissières sont dans la situation où elles ont besoin de travailler, donc elles acceptent à peu près tous les horaires, et n'importe lesquels, mais quand tu travailles entre 17h et 23h ou 22h, le temps de rentrer chez toi, etc., si tu as des mômes, comment tu fais garder tes mômes? Voilà, ça c'est le quotidien de la caissière qui accepte et qui est prévenue souvent du jour au lendemain du changement de ses horaires. Mais elle accepte parce qu'elle n'a pas le choix. Elle accepte parce qu'elle n'a pas le choix, puisque de toute façon elle est à temps partiel, et avec un temps partiel on ne peut pas vivre. Donc si elle peut récupérer des heures supplémentaires, elle se précipitera dessus. Normalement, elle a 2 jours de repos. Très souvent, les 2 jours de repos ne sont pas respectés. Et donc là, par exemple, elle n'a pas les 2 jours de repos, donc tu vas écrire. Alors voilà, je vais écrire et éventuellement je vais essayer de faire sanctionner par le juge. Mais il n'y a pas que le problème des horaires pour les caissières, il y a le problème de la relation avec les clients. Et c'est souvent assez difficile à gérer, parce que le client est pressé, ou le client a une mauvaise humeur, etc. Et donc il faut toujours sourire. C'est ce qu'ils appellent le SBAM. S-B-A-M. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Voilà. On les oblige à faire ça. On les oblige à faire ça. Bonjour. Alors S, sourire d'abord. Bonjour, monsieur le client. Bonjour, madame la cliente. Et après, on encaisse, etc. Au revoir et merci. À la semaine prochaine. Et c'est quoi le problème? C'est une discipline, c'est-à-dire que les caissières sont obligées d'être le plus aimables possible avec les clients parce qu'il faut garder les clients. Voilà, donc c'est assez contraignant parce qu'il y a des jours où on n'a pas forcément la bonne humeur pour sourire, que quelquefois on n'a pas envie de dire bonjour au client parce qu'on sait, enfin on le connaît depuis plusieurs années et on sait que c'est quelqu'un qui est irascible, qui n'est pas très aimable, etc. On n'a pas forcément envie de lui dire bonjour, quoi. Voilà. Et en même temps, généralement la caissière est surveillée par une caméra. Et donc... c'est interdit ça? Alors normalement, les caméras ne doivent pas être fixées sur chaque salarié, mais sur le tapis et éventuellement sur le client pour voir s'il y a un incident du client qui voudrait voler la caisse, etc. Mais généralement, la caméra est orientée plus vers le salarié pour surveiller justement s'il est aimable, pour vérifier s'il fait bien l'affaire. Il faut savoir aussi que c'est un travail extrêmement cadencé puisqu'on sait que la moyenne avec un client doit être de 59 secondes. Elles ont des temps, elles ont des temps à passer par client. Il y a des calculs, alors ça dépend du magasin, si c'est les gros carrefours énormes ou si c'est un magasin de
quartier, mais ils ont des temps. Et c'est ça qu'on appelle les objectifs qu'on donne aux salariés, les objectifs individuels. Oui, il faut faire, par exemple, bah oui, il faut faire 45 clients dans l'heure. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, dépêche-toi, quoi. Dépêche-toi et elle doit sourire. Oui, bien sûr. Autre chose... Mais ça, excuse-moi, je te coupe, mais ça, par exemple, toi, tu peux rien y faire. C'est pas inscrit dans le code du travail que c'est interdit de faire comment tu disais, le spam ou de cadencer ou de... Ah bah, tu peux simplement constater qu'il y a quand même des abus et que quand tu sanctionnes quelqu'un parce qu'il n'a pas souri, tu lui dis à l'employeur, mais vous avez des preuves qu'elle n'a pas souri, qu'elle n'a pas été aimable, etc., etc. Oui, il y a des clients qui se sont plaints. Donc tu dis, bon bah, vous allez me montrer les plaintes des clients. D'accord. Voilà, c'est comme ça, c'est dans l'autre sens qu'on arrive à essayer de coincer l'employeur qui abuse de fait de son travail. D'accord. Et tu disais, il y a d'autres problèmes encore. D'autres problèmes, il y a, donc au-delà de ça, comme les employeurs veulent mettre beaucoup de rayonnage dans le magasin, on a tendance à pousser de plus en plus les caisses vers l'extérieur et vers les portes. Et là où il y a les portes, il y a les courants d'air. Oui. Alors en hiver, très froid, en été, très chaud. Et ça fait que les gens, enfin les salariés, attrapent des conjonctivites, attrapent des grippes, des angines, etc. etc. Voilà. Le froid et le chaud, systématiquement, à longueur de journée, avec les courants d'air, souvent le courant d'air sur l'épaule, donc ça vous coince ça te coince le torticolis, enfin, etc., etc. Voilà. Et là, par exemple, qu'est-ce que tu vas écrire à l'employeur? Alors, sur les courants d'air? Sur les courants d'air, de mettre, entre autres, de protéger par des paravents les caissières sur chaque caisse. Ah, tu vas jusqu'à lui dire la solution, entre guillemets. Ah bah oui, je peux pas faire autrement. Je lui dis, bah si, vous pouvez mettre, vous mettez des cloisons transparentes qui évitent que le courant d'air tombe directement sur le salarié. D'accord. Voilà, donc on voit souvent quand même des salariés en hiver complètement emmitouflés. Presque avec les gants sur la machine. Ah oui, on les voit les caissières comme ça. Voilà, et puis il y a aussi le problème des chaises, enfin des sièges. C'est-à-dire que maintenant, la grande mode est d'enlever les sièges. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre plus de caisses, et comme il n'y a pas de la place pour mettre beaucoup plus de caisses, les caisses sont de plus en plus rapprochées les unes des autres, et donc avant, la caissière avait un siège, et puis maintenant, on enlève son siège. Mais c'est interdit qu'elle travaille debout? Dans le code du travail? Dans le code du travail, il est écrit que il faut avoir un siège à proximité de son poste de travail, et que deuxièmement, il faut éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et dans les maladies professionnelles, évidemment, de la caissière, il y a le fait qu'elle reste debout. Debout tout le temps, donc elle a des problèmes de dos, elle a des problèmes de jambes, elle a des problèmes de phlébite. La phlébite, c'est le fait que le sang ne circule plus dans la jambe, et donc le pied se congestionne. Il y a des problèmes d'articulation au niveau des chevilles, articulation au niveau de la hanche et des genoux. Pareil, les vigiles. Quand on voit les vigiles toujours debout, normalement, ils devraient avoir un siège à proximité. J'en ai jamais vu avec un siège à proximité. On s'y attelle, enfin on essaye de faire. Donc on pousse à ce qu'ils puissent avoir un siège. Et donc les employeurs là-dessus, ils disent non, ça fait pas sérieux, un vigile serait debout, prêt à intervenir, etc. Et nous, on leur explique que non, qu'ils puissent s'asseoir momentanément. On ne demande pas qu'ils soient assis sur un fauteuil. On appelle ça un assis debout, c'est-à-dire un siège où on peut poser les fesses tout en étant à peu près debout, quoi. Mais on voit ça aussi dans tous les grands magasins, pour les parfumeries, pour les objets de luxe, les objets de luxe dans les grands magasins, la Galerie Lafayette, Printemps, où toutes les femmes, parce que ce sont des femmes, elles sont toujours debout toute la journée.
Donc elles ont les jambes lourdes le soir, et au bout d'un moment, 5-6 ans à faire ce boulot-là, à piétiner toujours évidemment avec l'obligation pour ces femmes qui sont dans les produits de luxe d'être sur des talons presque aiguilles, au niveau des jambes c'est catastrophique, et au niveau du dos c'est catastrophique. Donc toutes ces personnes-là se retrouvent avec des maladies professionnelles. Et à 50 ans, elles ne peuvent plus rester debout, quoi. Enfin, c'est... Et comme tu parles des grandes surfaces, là tu as parlé des caissières, mais du coup, comme tu parles d'accidents du travail et de maladies professionnelles, je pensais à ceux qui déchargent les camions, les cartons de marchandises, voilà, qui les stockent, là. C'est quoi les problèmes qu'il peut y avoir? C'est donc entre le camion qui arrive sur le parking, ou dans la rue, et puis le stockage dans une zone de stockage, ou le stockage directement en rayon. Et donc, tout est lourd, à part le coton et oui, tout est lourd, quoi. Donc, une caisse de boîte de conserve, c'est lourd. Une palette d'eau minérale, c'est 800 kg, par exemple. Donc, comment on transfère du camion jusque dans le rayonnage. Voilà. Et donc là, il y a plein de gens qui ont des accidents du travail parce qu'ils n'ont pas les machines pour pouvoir transférer des palettes si lourdes. Et exemple d'accident du travail de ces manutentionnaires? Manutentionnaires, c'est tous les problèmes de dos parce qu'ils tirent, ils poussent ce qu'on appelle le transpalette. Ils le poussent, ils le tirent, ils essaient de le faire passer au bon endroit, mais il y a le mur, il y a le rayon qui empêche, donc ils sont obligés de manœuvrer en arrière, manœuvrer en avant, pour avancer jusque à l'endroit où il faut mettre en rayon. Et ça tire sur le dos? Eh bien ça tire sur le dos, oui, parce que quand tu fais, par exemple, ils sont dans certains magasins, et il y a 23 tonnes à sortir du camion et à mettre en rayon, et ils sont 3. Donc ça veut dire dans la matinée, en 4-5 heures de temps, ils vont être obligés à 3, donc 23 tonnes divisé par 3, tu vois combien ça fait 7 à 8 tonnes. Chacun va manipuler 7 à 8 tonnes. Alors si tu n'as pas de transpalette électrique, c'est-à-dire avec un moteur qui fait que tu ne fais aucun effort pour transporter, transférer tes palettes, si tu fais ça à dos d'homme, si j'ose dire, tu te coinces les poignets, tu te coinces le dos, les épaules principalement, les coudes. Et donc dans un cas comme ça, tu vas demander quoi à l'employeur? Alors généralement, quand il y a un accident de travail, on va faire une enquête et on va voir dans quelles conditions ça tu ne l'as pas dit. Arrivé. Toi tu te fais des enquêtes quand il y a un accident du travail? On fait des enquêtes quand il y a des accidents du travail. Mais explique-moi, quand il y a un accident, qui c'est qui te prévient? Alors normalement, quand l'accident a été grave, il y a eu les pompiers ou il y a eu les gendarmes ou la police, donc c'est eux qui nous préviennent, et autrement, quelquefois, on reçoit, normalement, on doit recevoir dans les 8 jours une feuille accident du travail de l'employeur. Et donc c'est là où, après, on peut intervenir pour voir ce qui s'est passé. Il est obligé de vous envoyer? Oui. D'accord. Mais redis-moi, je fais une parenthèse. Donc chaque inspecteur a un territoire qui contrôle. Voilà. Donc il a un certain nombre d'entreprises sur ce territoire. Qui connaît bien. Et il y a combien à peu près d'entreprises par territoire? Alors, par moi j'ai 1000 entreprises. 1000 entreprises sur ton territoire? Oui, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, mais enfin bon, donc tu as un territoire et tous ces employeurs-là doivent t'envoyer leur feuille d'accident, s'il y en a une. Oui. Normalement. Mais les feuilles d'accident sont souvent extrêmement incompréhensibles. Ils te mettent brûlure, par exemple. Oui. Alors brûlure, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, tu t'es brûlé avec une cigarette, tu t'es brûlé parce que tu étais à côté d'un radiateur brûlant, ou tu t'es brûlé parce que tu as reçu de l'huile bouillante sur le thorax ou dans la figure. T'as déjà vu ça? Oui, dans la restauration rapide, il y a des friteuses. Donc les friteuses, dans la journée, par exemple, ils font 800 kg de frites. Donc 800 kg de frites, tu t'imagines le nombre de fois où tu poses ta panière de frites dans l'huile bouillante. À peu près 500 fois. Parce qu'une panière, c'est 1,2 kg, 1,3 kg. Donc tu poses ta panière dans l'huile bouillante. Si tu es bousculé au moment où tu poses, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de toi
et qui te pousse le coude, tu lâches la panière dans l'huile bouillante rejaillit, et tu te la prends évidemment sur le thorax, ou si tu es plus petit, tu le prends dans la figure. D'où tu disais tout à l'heure les gens pressés. Parce que j'imagine que si les gens sont pressés et doivent se dépêcher, la bousculade a plus de probabilité d'arriver. Donc c'est ça le lien entre se dépêcher et des accidents du travail. Dans la restauration rapide, enfin, regarde, vas-y, si tu n'as jamais été dans les entreprises de restauration rapide, mais il n'y a pas d'espace entre les machines. Tu as juste 80 cm. Et donc en même temps, il y a des gens qui travaillent dans ces 80 cm, et en même temps, tu as des gens qui circulent dans ces 80 cm. Donc tu ramènes un burger du fond de la cuisine, tu la ramènes sur la caisse, il y a quelqu'un qui est avec la friteuse, et on est pressé, toujours à l'heure du coup de feu, hein, entre 11h30 et 14h30, et il y en a un qui bouscule l'autre sans faire exprès, parce que de toute façon il n'y a pas de place. Parce qu'ils veulent mettre absolument, même quand il n'y a pas de surface, ils veulent mettre absolument 3 grilles, 3 friteuses, 3 je ne sais plus quoi, enfin des trucs pour faire des sandwichs, et pour... bon. Et donc, il n'y a pas de place. Donc il y a eu des dizaines et des dizaines, enfin des milliers d'accidents du travail comme ça sur 20 ans. Alors on revient, on était sur le cas où on était sur l'enquête. Et donc tu dis, je reçois, je suis averti qu'il y a eu un accident du travail. Oui, normalement, dans le meilleur des cas. D'accord. Et donc je vais... Tu y vas. Tu vas sur les lieux. Et je vais demander exactement ce qui s'est passé. Donc je vais prendre les témoins les uns derrière les autres pour poser des questions et je verrai s'il y a des contradictions entre les uns et les autres. Et puis après, je demanderai à l'employeur comment c'est arrivé. Donc il me donnera sa version de comment est arrivé l'accident. Et après, je dirai... Mais s'il n'y était pas, il n'y était pas lui. Oui, mais il a toujours l'idée que lui-même a interrogé les gens, dit-il, et donc il peut te reconstituer toujours comment il y a eu l'accident. Et généralement, il conclut toujours, c'est la faute du salarié. Bon, quand il y a, par exemple, entre deux machines, il y a 80 cm, évidemment, c'est pas la faute du salarié s'il y a 80 cm. C'est du fait l'employeur a imaginé que 80 cm suffisait alors qu'il faudrait 1 m, 1 m 20. Bon. Donc après on dit, bon, il y a eu un accident, donc vous allez m'expliquer comment il devait travailler pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et alors là, c'est là où il y a des complications pour eux, parce que ils savent très bien que il met en danger systématiquement ses salariés. Et donc il ne peut pas t'expliquer rationnellement comment il aurait dû travailler. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. Hein, forcément, il y en a un qui vient du fond de la cuisine pour aller à la caisse, il bouscule l'autre. Je comprends. Quand lui te dit c'est la faute du salarié, donc toi tu restes sur sa logique et tu lui dis, bah, expliquez-moi comment aurait dû travailler le salarié pour qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà. Et s'il arrive à te le démontrer, c'est qu'il a raison, c'est que c'est la faute du salarié. Pas forcément. Pas forcément, parce que je n'ai pas forcé de suivre son point de vue. Oui. Mais tu dis, de toute façon, en général, il n'y arrive pas, puisqu'avec 80 cm... très souvent. Et en même temps, après, tu lui dis, mais quelles mesures vous avez prises pour que l'accident ne se renouvelle pas? Et alors là, on leur a dit de faire attention. Ça, c'est pas une réponse. Hein, dire à quelqu'un, faites attention. Je donne un autre exemple. Dans les cuisines de restaurants, dans les cuisines de restauration rapide, on glisse tout le temps, parce qu'il y a toujours de l'eau partout. Et donc, ils disent, attention, courez pas, ça glisse. Bon, la solution... Bon, et donc, quand ils tombent, on leur dit, mais c'est votre faute, je vous ai dit de ne pas glisser. Je vous ai dit de ne pas tomber, je vous ai dit que c'était glissant. C'est de votre faute, vous êtes tombé. Pourquoi vous avez couru? Ben, pourquoi il a couru, le mec? Parce qu'il y avait urgence. Les gens, ils ne courent pas pour courir. Hein, c'est parce qu'il y a un client qui réclame ses frites depuis 3 minutes, donc il faut courir, lui amener les frites. Bon, et donc la solution, alors je lui dis, c'est quoi la solution? Ah ben il ne faut pas qu'il court. Ouais, ben, je lui dis, non, c'est pas une solution, parce que vous savez bien qu'il court. Alors c'est quoi la solution? Ah ben, on va leur répéter que ça glisse. Oui, d'accord, mais ça c'est pas comme ça que vous éviterez l'accident. Pour leur dire, on essaie de les faire venir sur notre terrain. En fait, le vrai problème, c'est qu'il devrait y avoir un sol qui ne glisse pas.
Et pour que le sol ne glisse pas, ben, il faut changer souvent le sol, parce qu'il n'est pas antidérapant. Deuxièmement, pourquoi il y a de l'eau par terre ou de la graisse par terre? Parce que c'est généralement de la graisse, puisque c'est toujours des restaurants avec de la graisse qui déborde de partout. Hein. Les burgers, c'est que de la graisse. Donc ça gicle évidemment, etc. etc. Donc pourquoi ça gicle? Pourquoi? Parce qu'il y a de la graisse dedans. Donc voilà, il y a d'autres solutions à mettre des steaks qui giclent pas de Et graisse. donc, par exemple, tu vas finir par lui faire dire, ou c'est toi qui vas le dire, de changer le sol. Oui. La matière du sol, Voilà. pour qu'il Alors soit il te dira, cohérent. monsieur, on l'a installé il y a un an, il n'en est pas question. Parce que ça lui coûte cher. Ah bah oui, évidemment, refaire le sol. Il faut qu'il lève toutes les machines, et tu vois dans la restauration rapide, les énormes machines qu'ils ont, et ils font pas. Mais le fait qu'il ait beaucoup de salariés qui ont des accidents du travail, ça lui coûte pas cher aussi? Normalement si, plus tu as d'accidents du travail, plus tu payes une cotisation accident du travail forte. Mais déjà, ça ne concerne pas les entreprises de moins de 20 salariés. Et donc, toutes ces entreprises sont souvent moins de 20 salariés. Donc, voilà. Et puis deuxièmement, ils voient toujours les choses à courte vue. C'est-à-dire, l'important c'est de satisfaire le client et l'important c'est le chiffre d'affaires du jour. Voilà. Alors, pour aller toujours dans ces boîtes très modernes, etc., ils ont l'obligation de faire 5 000 € de chiffre d'affaires dans la journée. Donc, ils font tout pour avoir les 5 000 €. Bon, les 5 000 €, donc ça leur est imposé. Bon. J'avais eu un reportage comme ça, je ne l'avais pas vu en direct, mais dans le prêt-à-porter, c'était une entreprise qui avait une douzaine de magasins de prêt-à-porter, enfin de vente de vêtements, quoi, à travers la France. Et l'employeur, il est à Paris, il a un ordinateur, et il reçoit toutes les 10 minutes le relevé des caisses, et donc du chiffre d'affaires. Et donc à 5 h le soir, il s'aperçoit qu'il y a un magasin qui n'a pas fait l'objectif, c'est-à-dire qu'il n'a pas déjà ramassé 600 ou 1000 €. Et donc il téléphone avec la webcam, enfin il téléphone, ouais, ou Skype, ou je sais pas quoi, là, et il commence à engueuler le chef de rayon en disant « Dites donc, là, vous êtes à 600 €, vous devriez être 1000, donc c'est l'heure de commencer, donc à chaque fois qu'il y a un client qui rentre, vous le prenez, vous l'invitez à essayer des trucs, vous essayez, aucun client ne doit sortir sans partir avec un produit. » Voilà, c'est comme ça. Donc là, ça montre bien comment les salariés sont surveillés dans les entreprises. De plus en plus, les salariés sont surveillés dans les grands entrepôts de livres, là, pour tout ce qui est achat sur Internet, enfin de livres comme d'autres choses, hein, des chaussures ou des abat-jours. Les salariés sont de plus en plus surveillés, c'est-à-dire que le temps d'aller vers le fond du rayon et de revenir, et souvent les entrepôts sont très longs et très grands, parce qu'il y a tout, tu as une obligation de revenir dans les 30 ou 38 secondes. Donc ils font des moyennes, comme dans les temps modernes de Charbon. Il y a des moyennes, il faut les respecter, et on augmente les cadences d'un jour sur l'autre. Mais ça, c'est vieux comme les chaînes. On appelait ça des chaînes avant. Hein, les chaînes dans les usines. Maintenant, ils appellent ça des lignes de production, parce que chaîne, ça fait enchaîner. Là, ils ont changé le terme, mais la chaîne existe toujours. Quand vous êtes dans la restauration rapide, à l'heure du déjeuner, tout est scientifiquement dosé. C'est-à-dire que un client qui arrive devant la caisse, 1 minute 32, après, il doit être servi et ça doit être le client suivant. Ils mettent des normes. Ils calculent tout. C'est-à-dire que tu peux pas, t'as pas le droit d'aller pisser, ça c'est sûr, à ce moment-là. Et donc, ils t'obligent à faire le minimum de gestes pour que le client soit immédiatement satisfait. Le client devient le roi, quoi. Voilà. Et ça sert à l'employeur, en fait, pour le client, la notion de client roi, ça sert absolument l'employeur pour
restreindre, pour contraindre le salarié un peu plus. On n'a pas été jusqu'au bout tout à l'heure quand tu dis je repère une infraction, c'est-à-dire le non-respect d'une règle. Tu demandes à l'employeur de la respecter, Oui. tu parlais de procès-verbal, c'est-à-dire que tu écris au juge. J'ai fait un courrier, non, j'ai écrit à l'employeur, je lui dis bon, vous ne respectez pas ceci, ça c'est une infraction à l'article, enfin c'est un manquement à la règle de l'article L 4252 du Code du travail, je vous demande d'appliquer le Code du travail. Et là, soit il va faire, soit il fait pas. Et tu lui donnes un délai pour faire. Je lui donne un délai, je lui dis dans le mois qui vient, vous voudrez bien me démontrer que vous respectez la règle. Ah, c'est ça qu'on appelle une mise en demeure. Alors non, la mise en demeure c'est encore autre chose. Là c'est simplement lui dire faites. Et puis pour certains articles du Code du travail, il y a une procédure spécifique qui est la mise en demeure, c'est-à-dire contraindre par un courrier complémentaire, contraindre l'employeur à faire quelque chose. Exemple, vous avez des transpalettes à main, enfin manuel, ce qui fait que les salariés ont mal au dos, etc. Je vous demande de mettre à disposition, dans le mois qui vient, 3 transpalettes électriques. Puisque nous avons... Alors, parce que tu te bases sur les constats que tu as fait. Par exemple, on peut imaginer que le type, il a 23 tonnes à descendre du camion et il a 70 mètres à faire systématiquement. Donc il a 35 palettes, il a 400 mètres à faire. Donc ça veut dire qu'il fait je ne sais plus combien de kilomètres. Donc tu démontres par des choses très, très précises, par ton constat que tu fais, tu lui démontres que là, le type, il a le dos cassé forcément, quoi. Alors celui qui aura le dos cassé, c'est celui qui débutera, éventuellement un intérimaire qui viendra pour la journée, et qui repartira le soir même et qui ne reviendra pas au boulot parce qu'il s'est coincé le dos. Voilà. Et pourquoi les anciens, ils se cassent moins le dos? D'abord, ils font travailler les plus jeunes, hein, ça peut arriver. C'est-à-dire et puis ils vont moins rapidement, ils connaissent le métier, donc ils savent qu'il ne faut pas trop forcer dans la petite pente juste avant d'entrer dans le magasin. Bon. Donc, mise en demeure. Mise en demeure de mettre à disposition des salariés, en nombre suffisant, un certain nombre de transpalettes électriques. D'accord. S'ils sont 30 et qu'ils ont un transpalette, évidemment, ça ne convient pas. D'accord. Et tu lui donnes un délai. Je lui donne un délai. Passé ce délai, tu n'as pas de nouvelles. Je lui demande la facture. La facture. La facture des transpalettes achetées. Pour prouver qu'il les a achetés. Ah oui, ou qu'il les a loués. Mais il faut faire attention aux locations. Parce qu'évidemment, il les loue pour 3 jours et après, il remet le transpalette manuel. Enfin, les employeurs ont beaucoup d'imagination pour transgresser la réglementation. Donc on connaît bien, on sait bien, on connaît les ficelles. Quand on a 20 ans d'inspection, enfin ils nous prennent souvent pour des imbéciles, quoi. Et on connaît mieux le boulot qu'eux, parce que on a tellement vu de la même situation à un autre moment. On s'est fait couillonner une fois, on ne s'est pas couillonner 2 fois. Et donc, passé ce délai, il n'a pas fait. Il n'a pas fait, donc il y a un procès verbal qu'on envoie au procureur de la République qui va savoir, enfin qui va réfléchir à savoir si il poursuit, c'est comme ça qu'on dit, il poursuit l'employeur et donc il le fera passer devant un tribunal. Et quand il le fait passer devant un tribunal, il peut le sanctionner. Alors c'est pas le procureur, c'est le juge. C'est le juge qui va le sanctionner. Et c'est quoi la sanction? Généralement, c'est pas énorme, c'est 3 750 € maximum. Par infraction? Par infraction ou par salarié. Si normalement il devait y avoir 3 transpalettes et qu'il n'a pas acheté 3 transpalettes, ça sera 3 750 multiplié par 3 transpalettes puisqu'il y a 3 salariés. Mais le juge lui fait payer une amende, oui. Donc de 3 700 €, tu dis? Maximum. Il peut demander beaucoup moins, il peut demander 1 000 €. D'accord. Mais il ne l'oblige pas à mettre les transpalettes électriques. Donc à quoi ça sert finalement? Après, il y aura un récidive. Ah, toi tu retournes? Je retourne pour vérifier. Et évidemment. Du coup, s'il y a récidive, c'est le même circuit, tu peux de nouveau faire un procès verbal? Et ça sera
l'amende sera doublée. D'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut dire que ça dissuade. C'est-à-dire qu'à force de payer, c'est censé lui faire appliquer la règle. Voilà, c'est censé. C'est censé. Et c'est théoriquement pour dissuader. Mais on a quand même des employeurs extrêmement réticents. Je donne un exemple de notoriété publique, c'est la Poste, qui a été condamnée dans 30, 40, 50 tribunaux pour des infractions au contrat à durée déterminée. C'est-à-dire que pour un même salarié, ils font 300, 400 contrats à durée déterminée. Alors il faut que tu expliques c'est quoi un contrat à durée déterminée, c'est pour un accroissement temporaire d'activité. Mais un contrat à durée déterminée, ça veut dire que le contrat s'arrête à un moment donné. Voilà, s'arrête et souvent c'est pour un malade, on prend un CDD, donc le salarié est malade d'une semaine, on prend un CDD d'une semaine. Mais dans beaucoup de bureaux de poste, on s'est aperçu que sur 3 ans, 4 ans, un salarié en CDD avait 400 à 500 contrats. Et donc ça veut dire qu'en fait, on le prend en CDD, mais normalement il devrait être en contrat à durée indéterminée. Et donc ça, c'est une infraction. Voilà. Mais la Poste a été condamnée 30 ou 40 fois à travers la France. Donc c'est bien pour chaque CDD en plus. Ah oui, donc ça fait de l'argent. Si à chaque infraction multipliée par le nombre de personnes, comme tu disais. Et elle n'a pas arrêté. Bah non, ça continue. Ça continue, il y a encore des condamnations. Donc ça veut dire qu'il y a une consigne nationale de tout en haut, puisqu'ils dépendent tous de Paris. Voilà. Mais il y a des fois où tu arrives sûrement à faire appliquer la règle. Ah, mais on fait souvent appliquer la règle. Tu as un exemple en tête? Bah, on est très utile, oui. Bah, oui. Un exemple, un laboratoire dans un hôpital où il n'y avait pas d'issue de secours. Bon. Et donc, dans un laboratoire, il y a des risques d'explosion, il y a des risques d'intoxication, d'inhalation de produits chimiques dangereux, etc. Donc, s'il n'y a pas d'issue de secours, s'il y a un feu se déclare et qu'il n'y a pas d'issue de secours, il y a des morts. Il faut la sortie normale, mais il faut une autre sortie, parce que si l'explosion se fait à côté de la sortie, la seule sortie qui existe, on ne peut pas sortir, et donc il y a 30-40 morts. Voilà, donc j'ai obtenu qu'ils me mettent une issue de secours à l'opposé du laboratoire, et deuxièmement, qu'ils construisent donc un escalier de secours. Donc un escalier de secours sur 6 étages. Grande victoire. Et donc la première chose qu'ils m'ont dit, non, c'est pas possible parce que en face on a un couvent. Qu'est-ce qui n'est pas possible? L'issue de secours? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à voir le couvent? Parce que le couvent était à côté et qu'il y avait trop de proximité entre le mur du couvent et que les bonnes sœurs ne seraient pas d'accord. Donc voilà, c'était la façon dont on répondait à la chose. Enfin bon, évidemment, je les ai menacés d'un procès verbal. Je pense même que j'ai fait le procès verbal, et donc ils ont admis, avant de passer au tribunal, qu'il fallait faire une issue de secours correcte, donc assez large. Et autre exemple, dans une clinique privée, les femmes n'avaient pas de vestiaire pour s'habiller, ou se déshabiller et s'habiller. Donc les 70 infirmières qui étaient là se déshabillaient dans ce que j'appelle les aquariums à chaque étage, là où les infirmières ont leur poste de travail, là où il y a les ordinateurs, les dossiers médicaux, etc. Donc elles mettaient un petit paravent, et derrière le paravent, elles se déshabillaient, c'est-à-dire qu'elles se foutaient en culotte et en soutien-gorge, et elles mettaient la blouse. Alors en été, c'était des vêtements pour la même température, mais en hiver, évidemment, tu arrives avec trois cache-cols, deux manteaux, et tu te mets, évidemment, dans les cliniques, il fait toujours très chaud pour que les malades ne soient pas
donc pas malade en plus, quelque chose. Et donc je fais une mise en demeure, le responsable me dit qu'il n'en est pas question, puisque je vais perdre de la surface pour les clients. Donc comme on a 80 chambres, ça veut dire que 5 chambres vont disparaître, ne vont plus être des chambres pour les clients, pour les patients, mais seront des chambres enfin, transformées en vestiaires. Donc ça veut dire que je vais perdre de mon chiffre d'affaires 5/80e. Et les vestiaires sont obligatoires dans le Code du travail? Ah oui, bien sûr. Oui, dans toutes les entreprises depuis 1895. Et donc il te dit ça? Il me dit je vais perdre 5/80e de mon chiffre d'affaires. Je lui ai dit bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Donc il n'a pas voulu, et puis bon, bah, il était obligé de se rendre à l'évidence, parce qu'il y avait même des problèmes d'hygiène. C'est-à-dire que il y a une obligation d'avoir un vestiaire propre pour te déshabiller et pour te rhabiller. Parce qu'autrement, il y a des risques de contamination entre les infirmiers, enfin le personnel soignant et les patients, et dans le même sens, enfin dans l'autre sens, entre les patients. Donc il faut des vestiaires particuliers, nettoyer tous les jours. Voilà. Et donc il a perdu 5/80e de son... Mais ça a été une bataille de chiens. Mais dis-moi... Je peux t'en raconter encore une autre. Oui, raconte-moi encore une autre, mais je me dis que les relations avec les patrons, elles doivent pas être faciles. C'est toujours conflictuel. Mais raconte-moi d'abord l'autre exemple. Alors toujours dans une clinique, ils sont bêtes. Une autre clinique, voilà, les infirmières étaient en blouse. Et des blouses courtes. Et donc, quand elles se penchaient en avant, pour la serpillière, pour ramasser quelque chose par terre, évidemment, on voyait à peu près leurs culottes. Et donc, elles revendiquaient depuis des années d'avoir, comme les hommes, une blouse courte en haut, et puis un pantalon en bas. Et la DRH, une femme, me dit non, ce sont des femmes et il faut qu'elles soient en jupe. Enfin en jupe, en robe. Enfin en robe, en blouse. Et donc, ça a failli aller à la grève. Parce que les femmes en avaient ras-le-bol, parce qu'évidemment, il y avait toujours des patients pour mettre la main aux fesses. Et puis des médecins, enfin un peu tout, enfin tous les mecs, quoi. Enfin, j'exagère en disant tous les mecs, mais il y avait quelques mecs qui en profitaient. Ah bah ça a été une bataille de chiens de 2 mois, quoi. Avec mise en demeure, de fer, de changer, donc ça voulait dire, comme il y avait 70 infirmières à cet endroit-là aussi, ça voulait dire acheter 70 multiplié par 7 pantalons, parce que tous les jours on changeait de vêtements pour des raisons d'hygiène, et puis 70 pantalons multipliés par 7 jours, pas pantalons, blouse multiplié par 7 jours, donc évidemment ça avait un coût. Enfin c'était en même temps une clinique richissime. 98% de taux d'occupation. C'est-à-dire que quand il y a 100 lits, tous les jours il y a 98%, enfin 98 lits qui sont occupés, donc tu ne peux pas faire mieux. Voilà. Les femmes ont été très contentes d'obtenir le pantalon. Et tu disais que les relations étaient toujours conflictuelles? À partir du moment où tu relèves une infraction qui te semble grave, enfin, montrer, enfin, bon, je ne vais pas expliquer plus. Et ça peut aller jusqu'où ce conflit? Par exemple, quand tu arrives, comment tu es reçu? Quand tu es déjà en conflit et que tu reviens dans l'entreprise, tu es mal reçu. C'est-à-dire que ou il t'ignore, ou il te fait des réflexions, ou il te dit non, cette fois-ci vous ne rentrerez pas dans l'entreprise. Donc quand on te refuse de l'entrée dans l'entreprise, c'est un obstacle à fonction, ce qu'on appelle. Donc c'est aussi un délit. Donc une infraction, donc on fait un PV dans ce cas-là. Moi je me suis déjà retrouvé à rentrer dans une entreprise, demander un certain nombre de documents, ils me les refusent. Et d'être invité à sortir avec 2 vigiles autour de moi. Et au bout de 20 minutes de contrôle, j'étais sur le trottoir.
30 ans, hein. C'était il y a 4-5 ans. Donc, si tu veux, évidemment, j'ai pas résisté. J'allais pas résister à faire le coup de poing avec le vigile. Ou, bon, parce que d'abord le vigile était plus fort que moi. Et deuxièmement, ça sert à rien. C'est pas mon rôle de... Enfin, je suis pas... J'ai pas les menottes, j'ai pas un revolver, j'ai pas un uniforme pour faire ce genre de choses. Et tant mieux. Donc, je suis sorti et j'ai fait un PV pour obstacle. Voilà. Donc le type a été entendu par les flics. Évidemment, il avait une version totalement différente de la mienne. Et comme ils étaient deux de l'entreprise et moi j'étais tout seul, ils étaient deux à aller dans le même sens contre moi, quoi. Ils m'ont dit que j'avais été impertinent, que j'avais été discourtois, enfin des choses qui n'étaient pas la réalité. Mais bon. Parce que pourquoi discourtois? Je leur demande des trucs, des documents, je ne sais plus ce que je leur demandais, c'était la preuve qu'ils avaient fait des formations professionnelles pour les salariés, quoi. Bon. Tu vois l'enjeu, enfin, ridicule. Mais il l'avait très mal pris et voilà. Et tu as pu retourner dans cette entreprise? Non, parce que j'ai changé de section peu après. Mais changer de section, ça veut dire comment? Changer oui, de territoire. De territoire. Pas à cause de ça, hein, c'est moi qui étais volontaire. Voilà. D'accord. Donc finalement, ton métier, ça sert à protéger les salariés? Ben oui, puisque tu as des règles qui contraignent l'employeur à certaines choses. Alors, les règles, elles ne sont pas extraordinaires, elles ne sont pas extrêmement contraignantes. Par exemple, je t'en donne une, hein, dans le code du travail, il est toujours écrit on a le droit à 1 jour de repos par semaine. Il n'est jamais écrit que tu as le droit à 2 jours de repos par semaine. Il n'est jamais écrit que tu as le droit à 2 jours de repos consécutifs. C'est pas écrit dans le code du travail. Donc on peut te faire travailler 6 jours sur 7. Et on a le cas, par exemple, dans les pressings. C'est étonnant, les pressings. Les pressings, ils travaillent tous 36 heures et pas 35. Pourquoi? Question. Mais ils travaillent 6 heures par jour. 6 fois 6, 6 jours, 36. Donc il y en a un qui travaille de 8 heures à 14 heures, et le suivant de 14 heures à 20 heures. Voilà. Donc on met 2 personnes dans un pressing, un du matin, un du soir. Et celui qui est au pressing, qui travaille et fait en même temps, il accueille les clients, il nettoie les vêtements, il fait la caisse, il remet du trichloroéthylène dans la machine, etc., etc. Il fait tout en même temps. Voilà. 6 jours par semaine, 6 heures. Donc, jamais en repos, quoi. Et donc, c'est des conditions de travail très difficiles, puisqu'ils sont toujours tout seuls, déjà. Et ils sont au four et au moulin, devant, derrière. Et comme il y a ces émanations de trichloroéthylène, là, vous remarquerez, par exemple, que beaucoup de magasins ont les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes toute la journée. Donc, courant d'air, évidemment, mais pourquoi portes ouvertes? Pour l'évacuation des produits chimiques. Donc le triclo, depuis maintenant 2 ans, 3 ans, est interdit. Donc on vérifie qu'il n'y a toujours pas de triclo. Le triclo, ça sert surtout aux taches de cerise sur les corsages. C'est à peu près de la seule utilité, quoi. Et donc, il y a une tache de cerise, monsieur le client ou madame la cliente, vous aurez toujours une tâche, quoi. Et est-ce que tu as déjà mis un PV pour les 36 heures? Ah non, 35 heures plus 1 heure de supplémentaire. Ah oui, c'est plus 1 heure elle est supplémentaire. Elle est supplémentaire, la 36e heure. Mais ça leur coûte rien, hein, c'est 15% de plus que... Donc, si tu veux, tu es payé, de toute façon, tu es payé au SMIC. Voilà, tu as un SMIC plus 1 heure. Parce que tout le monde est payé au SMIC, quand même, il faut le savoir aussi. Mais si alors les inspecteurs du travail défendent les salariés dans l'entreprise, ils ont que vous pour les défendre? Ah ben non.
Mais ça, on le verra peut-être une autre fois. Normalement, il y a des représentants du personnel. Il y a des syndicats dans les entreprises de plus de 10 salariés. Enfin, des représentants du personnel dans les entreprises de plus de 10 salariés, des syndicats dans les entreprises de plus de 50 salariés. Alors la prochaine fois, tu nous expliqueras ce que c'est qu'un syndicat. C'est une tâche difficile.